Après une séparation, elles ont décidé de laisser la garde de leurs enfants à leur ex. Mon mari était un excellent papa. D'un commun accord, nous avons décidé effectivement qu'il garderait l'enfant. Je suis partie, je laissais les enfants chez leur papa, dans leur chambre et dans leur appartement. Mais pourquoi ont-elles fait ce choix inhabituel? Si j'ai fait le choix de le laisser à son papa, c'est pour pas le perturber. J'ai dit, ça serait mieux que tu l'aies. Là, je lui offre pas le cadre de vie que je veux. J'avais pas d'argent, j'avais pas d'appartement à Paris. J'avais pas de famille qui pouvait m'accueillir avec les enfants. Et si c'était à refaire? T'as fait quoi de beau? Des mathématiques, du français et du sang. J'aurais préféré qu'il me dise tout ça en face, que sa journée d'école se soit bien passée. Vous le regrettez? D'un sens, oui. Il vous manque? Il manque terriblement. Moi, je vais bien parce que j'ai un travail, j'ai des enfants qui sont en pleine santé. Je sais que mes enfants sont bien traités, qui sont heureux et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présentes sur ce plateau pour aborder un thème à contre-courant. Aujourd'hui, plus d'un couple marié sur 3 finit par divorcer. Dans 79% des cas, c'est la mère qui obtient la garde des enfants. Mais les femmes que nous recevons aujourd'hui en ont décidé autrement pour leur carrière professionnelle, pour refaire leur vie ou tout simplement parce qu'elles étaient convaincues que les enfants seraient mieux avec leur père. Elles ont laissé la garde de leur enfant à leur ex-compagnon et c'est ce qu'elles vont nous raconter dans un instant. Et c'est Sonia Dubois que vous retrouverez dans l'Histoire continue à la fin de l'émission. Bah oui, justement, vous, le public ne la reconnaît pas parce qu'elle a perdu plein de kilos, elle a changé de physique, elle viendra nous dire justement quel tournant a pris sa carrière depuis sa première visite sur notre plateau. Mais tout de suite, ouvrons la première partie. Maman s'en va, mais papa est là et faisons la connaissance de notre invitée Cindy. Bonjour. Bonjour. Ça va Cindy ? Oui. Pas stressée du tout? Non. Tout va bien. Tout va bien. Ce sujet d'émission vous tient particulièrement à cœur. Quelle est votre situation actuelle? J'ai laissé la garde de mon fils aîné, qui a 8 ans aujourd'hui, à son papa il y a 4 ans quand nous nous sommes séparés. Pour quelle raison? Parce que c'était dans, je pense, son intérêt, sauf que voilà, aujourd'hui ça fait beaucoup de mal. Vous le regrettez? Regretter, d'un sens, oui. Il vous manque? Il manque terriblement. Alors, vous êtes devenue maman très jeune, à l'âge de 17 ans. Quelle relation entreteniez-vous avec votre fils? Alors, mon fils, c'était un enfant voulu, même à 17 ans. Et c'était mon rayon de soleil. On était fusionnels. C'était un allaitement très long, une grossesse avec un accouchement juste génial. Et ça a été, on a été, voilà, je respirais son odeur, c'était la meilleure, c'est encore la meilleure. Et voilà, on était, c'était... Allaitement très long, qu'est-ce que vous entendez par là? Très long, pour un premier, je me suis dit, faut allaiter, pourquoi pas, ça m'a plu. Et ça a été comme une lettre à la poste, et pendant un an, c'était moi qui faisais grandir mon bébé. Vous vous sentiez comment dans votre vie à cette époque-là? À ce moment-là, de la naissance de mon fils, je crois que j'étais la plus heureuse du monde. J'étais focalisée que sur mon bébé et ça m'allait très bien à ce moment-là. Donc que sur votre bébé, ça veut dire un peu au détriment de votre conjoint? Peut-être, oui. Comment ça allait tous les deux avec votre conjoint? Ça allait des hauts et des bas, mais c'est après que, clairement, ça n'a plus du tout allé. Je ne sais pas si ça se dit. Et c'est vrai que, du coup, à ce moment-là, on s'est séparés. Enfin, j'ai décidé qu'on se séparait.
Bon, donc là, vous aviez quel âge, vous? J'allais avoir 20 ans. Vous aviez quelqu'un d'autre dans votre vie? Par la suite, oui. Par la suite. Il y a un déclic, en fait, qui vous a poussé à partir. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, je suis rentrée du travail, comme tous les jours. J'étais sur l'ordinateur à vaquer, à faire je ne sais plus quoi, et mon fils est venu, m'a demandé un bisou. Donc bah, évidemment, je lui ai fait son bisou. Il est allé voir son papa et il a demandé un bisou. Donc ça allait, sauf qu'après, il a pris la main de son papa, il l'a ramené à côté de moi, il a dit « Maintenant, papa, fais un bisou à maman ». Et là, j'ai dit « C'est pas normal ». C'est pas normal qu'un enfant il avait 2 ans et demi, un enfant de 2 ans et demi dise à ses parents de s'embrasser. Ça veut dire qu'il n'avait pas l'habitude de voir ses parents s'embrasser. Il avait perdu l'habitude, oui. Et du coup, j'ai dit stop. Là, ça a fait un électrochoc. C'était pas. À quel moment êtes-vous partie? Le lendemain. Le lendemain? Le lendemain. Quand on se voit. Sans avoir préparé votre départ? J'ai préparé mon départ. J'ai couché après mon fils. Et vous avez décidé de partir sans votre enfant? Oui. Oui, voilà, ça s'est fait très vite. Du coup, le départ s'est fait très vite. J'en ai parlé à mon mari, parce qu'on était mariés. Je lui ai dit clairement que ça n'allait plus, que je me voyais juste vivre au-dessus de moi comme un petit Casper. À part notre fils, on avait essayé d'être ensemble. Je pense qu'on a essayé pendant quelques années. Clairement, je n'étais plus heureuse. Je ne pense pas qu'il était non plus. À un moment, il faut arrêter de se gâcher et se séparer, c'est peut-être la meilleure des solutions. Enfin, sans votre enfant, c'est surtout quand vous dites que vous aviez une relation fusionnelle. C'est vrai que ça paraît difficilement imaginable pour une mère fusionnelle et charnellement attachée à son enfant. Déjà, il avait un petit peu grandi, donc on s'est défusionné. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand même? Parce que vous vous êtes dit, mon bonheur de femme compte plus que la relation que j'ai avec mon enfant. Je pars du principe que mon bébé, donc, qui n'était plus allaité, qui avait un peu grandi, donc j'avais repris le travail aussi, donc je le voyais moins. J'avais des horaires en décalé, donc du coup je le voyais moins. Il restait avec mon ex-mari quand je travaillais, du coup. Et je me voyais vraiment vivre au-dessus de moi. J'ai eu une maman qui a été ce qu'elle a été, et je me suis toujours dit, je ne veux pas me forcer à rester pour mes enfants, et je ne veux pas que mon fils n'ait pas une maman heureuse, et au minimum épanouie. Et je n'étais plus du tout, moi, je me suis perdue. Je me suis vraiment perdue, et voir une maman qui a le blues tout le temps et qui a pu son rire quand elle fait des gâteaux toute la journée, c'était pas non plus une vie pour mon Mais quand même, avant de partir, vous vous êtes posé cette question, vous dites, est-ce que je peux laisser mon enfant? Est-ce que ça va pas être trop dur pour moi? Est-ce que je vais pouvoir supporter cette distance? Je me suis... Je suis pas en train de vous juger, hein. Non, je sais. Je le précise, mais je me pose la question, voilà, comme si j'avais été à votre place, c'est des questions que je me serais posées. Donc c'est pour ça que je vous pose la question. En fait, avec donc mon ex, on avait décidé... Voilà, c'était ça. Je lui laissais le petit. Je partais à tâtons. Donc vraiment, j'ai tout quitté. J'avais plus de boulot, j'avais plus d'appartement, plus de stabilité. Et du coup, le papa restait. Et lui, clairement, je sais que voilà, il fallait que je lui laisse. Et c'était aussi bien pour mon bébé, je pense. Et après, je me suis construite aussi. Et puis vous êtes retombée amoureuse. Et oui, comme quoi tout arrive. Longtemps après? Bizarrement, non. Je suis partie en mars, début mars, et fin avril, j'ai rencontré... Ah oui, c'est... Mais bon, je n'étais plus amoureux depuis longtemps, donc c'était cicatrisé. Et j'ai rencontré mon mari d'aujourd'hui, avec qui j'ai 2 enfants depuis. Donc,
vous êtes installée avec lui? Voilà, en Alsace. On a vécu. Alors que votre enfant était où? Il était en Charente-Maritime, donc à 1000 km. D'accord. Donc c'était compliqué. Donc il y a Internet, il y a le téléphone. Et on l'a eu pour les vacances, en fait. Je voyais mon fils pour les vacances. Et est-ce qu'à un moment, vous avez décidé de le prendre avec vous? Oui. Donc mars 2008, je l'ai laissé. Et tout début 2009, après les fêtes de fin d'année, j'ai récupéré, donc on a récupéré, du coup mon mari aussi, mon fils est né avec nous en Alsace, donc on l'a inscrit à l'école. À ce moment-là, le papa aussi de mon fils a accepté, donc on a tout mis en place. Et donc une nouvelle vie avec de nouveau mon bébé tous les jours à la maison. Et... Bon, donc là, j'imagine que ça vous soulageait de l'avoir avec vous. Ouais. Et puis, quelques mois plus tard, vous avez rompu. Eh oui. Oui. Donc, ça veut dire que vous êtes reparti vivre? Mon chéri m'a dit stop, je crois que c'est trop pour moi. La maman, le bébé, enfin, qui avait 3 ans, qui allait à l'école. Mais bon, le bébé, c'est un petit peu trop, stop. Donc oui, j'ai déménagé avec mon fils. On est Donc vous êtes reparti dans l'ouest, en Bretagne, voilà. En Bretagne. De Charente-Maritime, on allait en Bretagne. Il est resté avec vous ou vous l'avez rendu à son père? Moi, je suis arrivée, je logeais chez un ami qui faisait la fête. C'était clairement pas un endroit pour mon fils. Il avait 3 ans. Moi, je peux dormir sur un canapé et faire des nuits de 2 heures, ça me pose aucun problème. Mon fils, il avait 3 ans, il était hors de question qu'il subisse ça. Son papa habitait donc chez ses parents qui avaient une grande maison à côté de la mer. Donc c'est quand même un meilleur environnement qu'un petit appartement de célibataire. Donc il est retourné chez son père? Il est allé avec papa. Il n'était pas trop perturbé? Ça lui a fait bizarre parce que il est retourné. Il était à l'école en Alsace, on s'est séparés avec Alexis et il s'est retrouvé chez papa. Donc on a fait l'inscription à l'école ensemble, donc et papa et maman. Donc il était aussi content parce que du coup il voyait papa plus souvent et maman aussi au début. Et ça se passait bien, mais pour son bien-être, pour mon petit bout, je me suis dit voilà. On est intelligent, voilà, quand on est parent, on est parent limite avant tout. Et du coup, j'ai dit, ça serait mieux que tu l'aies, parce que clairement, là, je lui offre pas le cadre de vie que je veux. Alors, depuis, vous avez divorcé, la garde a été officiellement confiée au papa de cet enfant. Vous ne l'avez pas récupéré depuis, il vous manque. Vous nous raconterez la suite de votre histoire tout à l'heure, mais d'abord, on va saluer Yvonne, notre psychologue. Une réaction à l'histoire de Cindy? Alors, je crois que Cindy fait partie de ces rares mamans qui, effectivement, laissent la garde au papa. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas du tout une question de désamour par rapport à votre fils, parce que pendant les 2 premières années, il a eu ce socle sécuritaire que toute maman doit lui offrir. Et ensuite, vous êtes parti, non pas pour comme ça, vous avez pris la fuite en situation de pleine crise existentielle par rapport à vous, et je dirais même de dépression, mais ça vous le verrez après, parce que vous avez dit vous n'étiez plus vous-même, et vous êtes parti d'un seul coup. Donc ça fait un petit peu le scénario de fugue, et c'est votre fils qui vous a autorisé à partir. Pourquoi? Vous êtes parti dès lors que vous avez vu que votre fils donnait la main à son père, lui donnait un bisou, vous donnez un bisou, et d'un seul coup, il vous a autorisé, par la tendresse qu'il offrait à son père, de partir. Donc ça, c'est une première chose. Parce que laisser les enfants au papa, ça ne se fait jamais dans la gaieté pour les mamans. C'est soit qu'elles ont peur d'un conflit judiciarisé, c'est-à-dire elles ont peur que l'enfant soit pris en otage, et ça, on le voit de plus en plus. Donc, elles abandonnent leur enfant en disant « bon, je ne veux pas de conflit, je le laisse ». Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, parce qu'elles ont envie de quitter une vie robotisée dans laquelle elles se trouvent. Donc, elles veulent des émotions fortes et elles partent, mais ce n'est peut-être pas toujours un choix de passion et un choix égoïste. C'est parce qu'on entend chez les mères qui laissent la garde, toujours ce terme « pour le bien-être de mon enfant ». Alors la justice vous dira « au nom de l'intérêt supérieur de votre enfant, vous avez laissé la garde ». Ça, c'est ce que vous devez entendre dans les procès ou dans les jugements.
Je crois qu'on a envie de vivre sa vie et le choix des mères, c'est un peu le choix de Sophie. Est-ce que je dois sacrifier entièrement ma vie après avoir donné le quota sécuritaire et affectif à mon enfant? Est-ce que je dois le sacrifier? Est-ce que je ne suis qu'une mère? Ou est-ce que je peux m'autoriser à vivre ma vie, à être heureuse, ne serait-ce que pour mon enfant? Donc, juste, pardon, Yvonne, je précise que le choix de Sophie, c'est pas le mien. Hein, non, c'est pas le titre d'un livre. C'est le titre d'un livre et d'un film. Non, bon, c'est jamais si une c'est venu comme ça parce que elle a fait ce choix-là aussi. Mais le choix de Sophie, c'est rentrer un petit peu dans le dialogue. On dit tiens, c'est un choix compliqué. Et alors, mais généralement, pourquoi on donne toujours la garde des enfants à la maman? Donc dans l'inconscient collectif, c'est elle qui materne, c'est elle qui donne la sécurité, c'est elle qui s'occupe de l'enfant au quotidien, c'est elle qui lui a donné la vie. Mais néanmoins, on verra prochainement, et c'est en ça qu'on est peut-être précurseur, de plus en plus de mères laisser progressivement la garde au papa. Parce qu'eux aussi, à leur tour, peuvent être maternants. Ça change. Océane, bonjour. Bonjour. Océane, vous êtes mariée en 2005, vous avez eu deux enfants. À quoi ressemblait votre vie de famille à cette époque? À cette époque-là, j'avais pris un congé parental pour m'occuper de mes enfants. Je travaillais dans l'hôtellerie auparavant. Pour ma fille, j'avais pris tout simplement un congé. J'étais revenue travailler après mon congé maternité. Et là, pour mon fils, pour des raisons pratiques, parce qu'on n'avait pas trouvé de mode de garde et parce que mon conjoint venait de créer sa société, j'avais décidé de prendre un congé parental pour pouvoir m'occuper des enfants à plein temps. Vous exerciez quelle profession? Alors, à cette époque-là, j'étais responsable réservation dans un hôtel 4 étoiles. J'avais des horaires fixes, je ne travaillais pas les week-ends, j'avais des horaires de bureau, c'était pratique. Donc vous vous sentiez comment dans votre vie professionnelle à l'époque? Très bien, je travaille à cet endroit depuis longtemps déjà, donc vous êtes restée à la maison pour élever vos enfants. Oui. Comment ça s'est passé? Vous l'avez bien vécu? Alors le travail me manquait beaucoup, j'allais souvent rendre visite à mes anciens collègues avec qui j'avais gardé contact régulièrement. Et puis bon, c'est vrai que du jour au lendemain, rester à la maison avec un mari qui travaille énormément, qu'on ne voit pas beaucoup, se retrouver vraiment seul, avec très peu d'adultes avec qui parler, à l'exception, enfin, peut-être des mamans à la sortie de l'école avec qui on sympathise un peu, et quelques amis qui sont célibataires et qui ne sont pas forcément dans les mêmes contraintes de vie que nous. C'est vrai que c'était un peu difficile et je me sentais vraiment très seule. À une époque. Donc votre vie de couple peut-être en a fait les frais, on a souffert, en tout cas, elle s'est dégradée et vous avez fini par vous séparer en janvier 2011. Qu'est-ce que vous avez décidé à ce moment-là pour la garde de vos enfants? Alors à ce moment-là, voilà, au moment de la séparation, de la décision de séparation, ça a été la décision a été prise vraiment dans l'urgence. C'est dans la mesure où voilà, moi j'avais pas de logement, j'avais pas de famille qui pouvait m'accueillir avec les enfants. J'avais une amie qui m'a ouvert la porte et chez qui j'ai habité pendant presque 3-4 mois. Et malheureusement, je ne me voyais pas partir avec les enfants et loger chez elle avec les enfants. Et comme leur papa pouvait adapter ses horaires facilement et que moi je ne pouvais pas, je suis partie, je laissais les enfants chez leur papa, dans leur chambre et dans leur appartement. En étant déchirés? C'était pas évident. C'était vraiment pas évident au début, puisque quand on passe d'un stade où on est 24 heures sur 24 avec ses enfants, déjà on reprend le travail après 3 ans de congé parental. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon poste a été supprimé pendant que j'étais en congé parental, donc je suis revenue. Je n'avais plus d'horaire fixe, j'étais travaillée du matin, donc je commençais à 7 h du matin, ou j'étais du soir, je pouvais finir jusqu'à 23 h. Je faisais des gardes de 8 h à 20 h. Je travaillais les week-ends, les jours fériés. Je faisais pas de nuit par contre, mais c'est vrai que du coup, il y avait déjà ça. Ça veut dire que vous arriviez à les voir quand, vos enfants? Quand mes horaires me le permettaient, quand j'étais du matin, je finissais à 16 h, je pouvais aller les chercher à l'école. Et je restais avec eux chez leur papa, et on dînait tous les 4, et que dès que papa rentrait à la maison, et que c'était l'heure du coucher, je les couchais et je m'en allais à ce moment-là. Donc 3 mois plus tard, vous avez fini par trouver un logement. Est-ce que vous avez à ce moment-là envisagé de récupérer vos enfants? Alors la première chose que j'ai fait à ce moment-là, quand j'ai réussi à avoir un appartement, c'est d'aller voir mon employeur pour lui demander un aménagement d'horaire, au moins des horaires fixes, pour pouvoir mettre en place quelque chose, un mode de garde où j'aurais mes enfants plus facilement et plus souvent surtout. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne suis pas la seule maman célibataire au sein de notre hôtel.
Et que clairement, on m'a fait comprendre que si on m'avantageait moi, il fallait qu'il avantage tout le monde et que c'était clairement pas possible. Donc à ce moment-là, on sort du bureau, on respire un grand coup, on s'enferme 5 minutes et on comprend qu'à moins de changer de travail, on n'arrivera pas. Donc les enfants sont restés chez leur père. Les enfants sont restés chez leur papa. Le divorce a été prononcé en septembre 2011. Donc qu'est-ce qui a été décidé ce jour-là pour la garde des enfants? Que les enfants vivraient avec leur papa en résidence principale et que j'aurais un droit de visite hebdomadaire un week-end sur 2. La moitié des vacances scolaires, bien évidemment. Un jugement qui vous convenait? Un jugement qui me convenait puisque c'était une façon, pas le choix. Et puis de toute façon, j'avais quand même des contacts réguliers avec mes enfants, téléphoniques. Et j'ai une belle famille et puis un ex-mari qui est quand même relativement compréhensif et qui me laisse voir mes enfants quand j'ai envie. Nelly, bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous répondu à notre appel à témoins? Parce que c'est mon histoire et que je me suis retrouvée tout à fait dans ce thème, beaucoup plus ancien qu'Océane et Cindy, puisque moi, ça s'est passé dans les années 70. À l'époque, c'était encore moins fréquent de laisser des enfants à la garde du père. Absolument. Vous êt mariée très jeune, à l'âge de 18 ans. Je suis mariée à 18 ans, oui. Dans quelles circonstances votre fils est-il né? Alors, mon fils est né... je n'ai pas été enceinte très longtemps. J'ai réellement été enceinte 5 mois parce qu'on s'est aperçu que j'étais enceinte en allant simplement à une visite médicale parce que j'avais des ballonnements après avoir... pris des repas et le médecin m'a dit « Madame, vous êtes enceinte, j'estime de 4 mois. Donc... Vous souhaitiez un enfant ou ça a été Ça n'avait pas été abordé. Ça n'avait pas du tout été abordé avec le papa. Je m'étais mariée un peu par défi. Familial? Ma famille, oui, absolument, parce qu'on m'interdisait quelque chose, donc j'avais pris cette tangente-là. Et les enfants n'étaient pas du tout d'actualité. Je n'avais pas rêvé non plus, toute petite, d'avoir des enfants. Ce n'était pas vraiment mon objectif. Ça ne veut pas dire que je n'en voulais pas, mais c'était beaucoup trop tôt. J'étais étudiante. Donc, quand j'ai appris que j'étais enceinte, ça a été... je n'ai pas compris. J'ai dit, c'est trompé, c'est pas possible. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand on vous a mis votre bébé dans les bras? Je ne saurais pas trop bien vous répondre. Je ne savais pas quoi faire. J'étais très heureuse parce qu'un enfant, ça reste quelque chose de magique. L'accouchement avait été très, très, très difficile. Je n'y étais pas du tout préparée. Et vous vous sentiez mère? Non. Et vous en étiez où avec le papa à ce moment-là, avec votre mari? Je savais que ça n'était pas l'homme de ma vie. Bon, donc c'était pas terrible. C'était pas terrible. Comment se sont déroulées les années qui ont suivi la naissance? Alors déjà, les mois, quand je suis arrivée toute seule à la maison, j'étais complètement paniquée. Je ne m'étais jamais occupée d'un bébé, je ne m'étais jamais occupée d'un enfant, je ne savais absolument pas comment faire. Ma famille ne m'a pas aidée. C'était un bébé donc nerveux parce qu'il manifestement n'avait pas l'attention qu'il avait. Ce n'est pas que je ne m'en occupais pas, j'étais même très anxieuse. J'allais voir sans arrêt s'il respirait, mais je n'étais pas prête à répondre à ses attentes. J'aurais voulu à ce moment-là qu'il rentre dans mon ventre, que je comprenne pourquoi j'ai pas eu cette grossesse. J'ai pas eu le temps d'avoir cette grossesse, j'ai peu grossi. Voilà, j'ai pas été enceinte en fait. Alors pendant combien de temps vous avez réussi à faire semblant? Je me suis raisonnée. J'ai terminé mes études. J'avais quand même en tête d'avoir quelque chose, de faire de ma vie quelque chose, mais je me suis raisonnée. Tu t'es mariée, tu as un enfant. La vie n'est pas idéale, mais il faut l'assumer. Vous êtes resté combien de temps? 3 ans. Et puis vous avez fini par trouver un appartement, puis un travail. Voilà. Vous exerciez quel genre de métier? Alors, le premier métier que j'ai fait, c'était dans le bâtiment, parce que j'avais fait des études dans ce sens. Donc, effectivement, j'avais fait un stage. Et on est venu me chercher et on m'a proposé un job très vite. Mais ce job était à Paris. Alors que vous habitiez? En Normandie, qui n'était pas du tout ma région, où je n'avais personne. C'était mon mari qui avait été muté en Normandie, que j'avais suivi, où je m'étais aussi retrouvée toute seule.
Et donc là, cette proposition était sur Paris et était très, très intéressante, bien évidemment, pour un premier job, quoi. Donc je suis partie à Paris. Avec votre fils? Non. D'un commun accord avec mon ex-mari, nous avions un confort de vie, une maison à la campagne. Mon ex-mari était plus âgé, donc avait déjà une assise beaucoup plus que moi. Moi, je n'avais rien, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas d'appartement à Paris, j'avais ma mère à Paris. Donc, d'un commun accord, nous avons décidé effectivement qu'il garderait l'enfant le temps que je puisse me retourner, que ce job pouvait s'organiser et surtout que j'ai un appartement et un peu d'argent. Je suis partie avec vraiment rien. Avec le cœur déchiré de laisser cet enfant? Oui, bien sûr, on ne laisse pas un enfant derrière soi sans avoir le cœur déchiré. J'ai beaucoup pleuré, mais j'étais déterminée. Et vous saviez que vous quittez son papa à ce moment-là? Oui. Alors, vous nous raconterez comment, depuis ce jour, le lien qui vous unissait à votre fils s'est peu à peu effiloché au fil du temps. D'abord, on va faire la connaissance de Jessica. Bonjour, Jessica. Une réaction à l'histoire de nos invités, Jessica? Oui, les mots me manquent. Enfin, comment? Les mots vous manquent? Oui. Je suis... ébranlée, on va dire, très émue. Qu'est-ce que vous ressentez, vous? Je les comprends pas. Toutes les trois, elles ont 3 histoires différentes. Elles sont passées toutes les 3 par des phases difficiles, je pense. Ouais. Mais aucune des 3, je les comprends. Alors, pour quelles raisons Jessica se permet-elle ces remarques? Eh bien, elle nous racontera son histoire dans un instant, juste après ces messages de la rédaction. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous considérez avoir un physique ingrat et vous sortez avec une très belle femme ou un très bel homme. Vous n'y croyez toujours pas. Vous avez attendu longtemps avant de lui déclarer votre flamme car vous aviez peur que cet homme soit trop beau pour vous. Votre conjoint ne cesse de vous faire des compliments, il a souvent peur que vous soyez courtisé par d'autres hommes. Alors que vous êtes tiré à 4 épingles, votre conjoint est plutôt tatouage ou piercing. Vos 2 styles sont en décalage. Vous l'aimez en secret et vous n'osez pas l'aborder car vous ne vous sentez pas à la hauteur. Vous avez besoin de conseils pour pouvoir vous lancer. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Aujourd'hui, dans l'Histoire continue, nous retrouverons une invitée pleine de peps, la chroniqueuse et comédienne Sonia Dubois. En 2009, elle avait confié à Jean-Luc Delarue les raisons pour lesquelles elle avait souhaité maigrir. J'avais l'impression d'être ni un homme ni une femme. Pour les gens, c'est une forme. 5 ans plus tard, Sonia a enfin fait la paix avec elle-même. J'ai comme l'impression que enfin, je ne suis plus l'ex-grosse. C'est plus la femme qui a fait un régime. Ça a mis du temps, dis donc. Je vais être bientôt à l'hospice. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Après avoir vécu dans la rue pendant des années, vous avez réussi à vous en sortir. Et aujourd'hui, vous avez même une très bonne situation. Vous étiez SDF et désormais, vous menez une belle carrière artistique. Vous êtes respecté de tous, mais ce que tout le monde ignore, c'est que vous avez connu dans le passé l'épreuve de la rue. Aujourd'hui réinséré, vous mettez un point d'honneur à venir en aide à ceux qui enchaînent les coups durs. Actuellement dans la précarité, vous avez besoin de conseils pour prendre un nouveau départ et vous réinsérer. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Seuls 8% des enfants de parents séparés vivent avec leur père. Jessica a fait partie de ces statistiques. Alors comment l'a-t-elle vécu? A-t-elle réussi à comprendre ce choix qu'a fait sa mère? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir en ouvrant notre deuxième partie. Quel lien reste-t-il? Vous avez vivement réagi, Jessica, à l'histoire de nos invités juste avant la coupure. Qu'est-ce qui vous a fait porter
de telles critiques? Qu'est-ce qui a engendré cette réaction? En fait, j'essaie de comprendre le comportement de ma mère. Moi, je suis l'enfant, en fait. Et à travers leur récit, je revis un peu ce que j'ai vécu, moi. Alors, vous aviez 9 ans et demi lorsque vos parents ont divorcé. Avec quels mots vous ont-ils expliqué la situation? Alors, c'est mon père qui est venu me parler. Et je m'en souviendrai tout le temps. Il m'a posé sur une chaise et il m'a dit, voilà, papa et maman, ils vont se séparer. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux venir vivre avec papa et ton petit frère dans le sud de la France? Ou est-ce que tu veux rester avec maman? Bon, la question, c'est pas... La réponse a été très, très rapide. J'ai dit, non, moi, je veux venir vivre avec toi et avec mon petit frère. Pour ne pas être séparée de votre petit frère? Déjà, d'une, pour ne pas être séparée de mon frère et de ne pas être séparée de mon père. Est-ce que votre père était très aimant, très tendre? C'est un super papa. Vous étiez très plus distante de votre mère? Pas plus distante, on va dire. J'étais plus proche de mon père par beaucoup de choses. On partageait plus de choses. Il nous amenait de partout. On était tout le temps avec lui. Ma mère, elle était plus réservée, plus froide, oui, plus distante. Donc, il a accepté de vous garder tous les deux? Oui, enfin, il n'a même pas accepté. C'était son choix à lui aussi. Il voulait nous garder. Et votre mère, qu'est-ce qu'elle vous a dit? On n'en a jamais parlé directement. Elle a juste donné la garde de ses enfants à mon père. Alors, comment s'est-il organisé du jour au lendemain, en père célibataire? Ça a été de grands moments. Il s'est retrouvé donc avec une gamine de 9 ans et demi et un petit garçon de 5 ans et demi. Il a fait le rôle de ma mère en même temps que celui de mon père. Il travaillait. On est arrivé. J'étais très entourée par ma famille paternelle, ma grand-mère, ma marraine. Elles étaient très proches, mais ils faisaient tout, en fait. Ils nous amenaient à l'école. Le soir, on rentrait, ils faisaient faire les devoirs à mon frère. Vous faisiez quoi comme boulot? Il en a fait plusieurs. À l'époque où mes parents ont divorcé, mon père était dans le prêt-à-porter et il est devenu agent immobilier. Parce qu'il est revenu. Il devait refaire sa vie et donc pendant 1 an, il a fait ça. Et après, il s'est remis à son compte, comme il faisait à l'époque. Et quel lien vous avez gardé avec votre mère à ce moment-là? Comment ça, aucun? J'ai gardé un lien avec ma mère après le divorce pendant 8 mois. 6-8 mois. C'est-à-dire qu'elle venait vous voir le week-end? Voilà, elle venait nous voir une fois par mois. On habitait loin, il y avait plus de 900 km, bon, admettons. Elle venait nous voir une fois par mois et après, j'ai demandé à ce qu'elle ne vienne plus. Pourquoi? Parce que c'était encore plus difficile pour moi quand elle repartait. Ouais. Elle venait le vendredi soir, elle nous prenait 2 jours, c'était terrible. Et le dimanche soir, elle repartait. Et je revoyais mon frère et moi, et donc c'était plus possible. Ouais, donc à 10 ans, j'ai dit, tu sais quoi, viens plus, c'est pas la peine. Elle vous manquait pourtant? Ah oui. À quel moment elle vous manquait le plus? Toute ma vie. Ouais. Elle m'a manqué quand on devient ado. Quand je voyais mes copines avec leur mère faire les magasins, sortir, aller au cinéma, pour tout, pour les chagrins d'amour, les trucs qu'on ose. Devenue une femme? Quand je suis devenue une femme, pour tout. Pour la féminité, on a besoin de s'identifier à sa mère aussi. Plein de choses qu'on ne demande pas à son papa, parce qu'on est un peu mal à l'aise. Apprendre à se maquiller, pour s'habiller. Voilà, encore que j'ai eu la chance que mon père a refait sa vie. Avec quelqu'un d'adorable, très gentil, vraiment super, vraiment, pour quelqu'un qui se retrouvait avec 2 enfants en plus. Mais c'était pas ma mère, c'était la nouvelle copine de mon père. Est-ce que vous avez ressenti un syndrome d'abandon? Ah, complètement. Vous êtes sentie abandonnée? Au début, je croyais que c'était de ma faute, la faute de mon frère et de la mienne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Ce qu'on a fait, quoi. Et après, oui, le syndrome d'abandon. D'ailleurs, même maintenant, j'ai très peur que les gens... Vous avez du mal avec les garçons? Oui, j'ai mis un moment... déjà, il fallait qu'il soit parfait comme mon père. Voilà. Et oui, c'était avec tout le monde. Vous êtes vous-même maman aujourd'hui? Oui. Vous avez combien d'enfants? Un seul. Est-ce que vous imaginez qu'un jour vous pourriez le laisser? Jamais. C'est impensable. Inimaginable. Même si demain, vous aviez une opportunité de travail exceptionnelle. Je dormirais sous les ponts avec mon fils, mais...
pouvez m'offrir un job sur la Lune. Et qu'est-ce que vous reprochez à leur comportement? C'est pas que je leur reproche, après elles ont leurs raisons. Mais je les comprends pas. Enfin, pour moi, c'est aberrant, quoi. Je n'y arrive pas. Elles ont sûrement leurs raisons. Je suis pas dans leur vie. Je suis pas là pour. Mais je parle en connaissance de cause. J'imagine que toutes les trois, vous vous êtes projetées à la place de vos enfants. Ça a dû vous obséder et ça doit vous obséder encore. Aussi, mais moi, surtout, la chose à laquelle j'ai pensé, c'est pourquoi est-ce que moi je souffrirais plus que mon mari si c'était moi qui avais eu la garde des enfants. Ouais. Je pense que je suis moi-même enfant divorcée. Mon père a énormément souffert que ma mère m'ait pris sous bras et qu'elle soit partie. Et quand j'ai eu l'âge d'avoir le choix, je suis retournée vivre avec mon père. Bonne remarque. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Tout à fait. Mais voilà. Ça n'empêche pas que le papa puisse, dans votre cas, ça serait le contraire. Enfin, pour moi, ça me paraît plus logique. Après, ça fait souffrir, mais après, c'est un homme logique, souffre autant. Alors c'est vrai que c'est viscéral parce qu'on a une maman, qu'on a porté notre enfant, qu'on a accouché. Mais je pense qu'un homme aime autant son enfant qu'une maman aime son enfant. Donc je ne jugerai jamais un homme qui se sépare de sa femme et qui n'a pas la garde de son enfant. Oui. Au même titre que voilà, je suis dans cette même situation et je souffre autant que tous les papas qui doivent laisser leurs enfants un week-end sur deux. C'est le message que vous avez envie de faire passer aujourd'hui. Tout à fait. Cindy, vous avez laissé la garde de votre fils à son père. Vous êtes partie en Alsace rejoindre votre nouveau conjoint Alexis et puis apparemment ça ne s'est pas bien passé entre vous. Vous êtes séparés, vous êtes revenus avec votre fils en Bretagne, que vous avez remis chez son père parce que vous ne pouviez pas le loger correctement. Et puis qu'est-ce qui s'est passé après? Eh ben, ça c'était en octobre 2009. Et fin 2009, pour les fêtes de Noël, je dois être habituée aux fêtes, retour d'Alexis. 1000 pardons, 1000 excuses. Cette fois, j'ai bien réfléchi, ça va être béton, reviens, je t'en prie. Bon, bah oui, d'accord, on se remet ensemble. Mais moi, voilà, en Bretagne, j'ai stagné, j'ai essayé de me remettre de ma rupture. J'ai essayé de me remettre de la rupture, entre guillemets, de mon fils, à savoir que je suis passée de l'avoir tout le temps à plus l'avoir comme tous les jours, tout le temps. Donc je me suis remise de ça, je me suis dit maintenant qu'est-ce qu'il faut dans la vie, il faut un job, ça aide à payer les factures, ça aide à gâter nos enfants, voilà, il faut s'occuper la tête, il faut s'occuper le corps. Donc j'ai dit ok Alexis, je connais Strasbourg, maintenant c'est bon, je sais qu'on peut bosser. Vous êtes repartie à Strasbourg? Eh bien oui, on est reparti à Strasbourg. D'accord. Et là vous êtes mariée? Pas tout de suite, voilà, j'ai commencé à travailler, j'ai eu un bébé. Donc un petit frère qui s'appelle Zlatan pour mon grand. Il n'était pas à la naissance. Et un mois juste avant la naissance de Zlatan, on s'est mariés avec Alexis. Il a quel âge Zlatan? Zlatan, il a eu 3 ans le 30 novembre. Il y avait déjà le Zlatan qu'on connaît? Alors, c'est papa footeux. Mais il n'était pas déjà au PSG. Bon. Mais ça a une très belle signification, le prénom par lui-même. Donc, j'ai dit banco. Bon. Et mon fils était là à notre mariage. Il était présent au mariage. Donc, votre fils aîné? Voilà, mon fils aîné était... L'autre, il était en incubation. Vous le voyez à quel rythme? À ce moment-là, quand j'étais en Alsace, je le voyais toutes les vacances scolaires, puisque justement, il y a 1000 km de distance, mais vraiment. Et comment il le vit tout ça, votre fils aîné? Il n'est pas trop perturbé de tous ces allers-retours? Alors justement, c'est pour éviter de lui faire à lui subir ces allers-retours-là que voilà, j'ai mis mes envies de maman et mon cœur de maman. Je lui ai bien mis des coups à lui aussi pour pas qu'il soit chamboulé. Je lui ai laissé. Donc je l'ai laissé. Et moi, je suis encore partie. Ouais, vous l'avez laissé, mais il doit peut-être mal le vivre quand même. On lui a expliqué à chaque fois. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il ait la réaction j'ai eu de Jessica? J'ai eu, donc entre-temps, on verra, mais voilà. J'ai eu des épisodes avec mon fils aîné, où est-ce qu'il m'a clairement dit, c'est brut de pomme, il m'a clairement dit « Maman, pourquoi est-ce que tu m'as abandonnée avec papa ?»
Et, et là, on se dit, mais non, en fait, je l'ai pas abandonné. Je ne peux pas expliquer à mon fils de 8 ans avec l'histoire qui est la nôtre. Donc son papa et sa maman qui ne s'aiment plus. Et que du coup, maman, elle a décidé de dire stop et pour non, tout le monde mais on aille mieux. peut comprendre que lui, il le vive comme ça. Même si on ne peut pas lui expliquer vraiment ce qui se passe entre deux adultes. Voilà, on essaye avec des mots. Donc je lui ai bien fait ma meilleure amie. Ma meilleure amie, elle est une enfant abandonnée. Ma meilleure amie a été adoptée. Donc sa tati, entre guillemets, lui a expliqué ce qu'elle avait été. Et moi, c'est pas un abandon, à mon sens. C'est pas un abandon du sens où non, mais on a bien compris de votre point de vue, on a bien compris. J'ai essayé d'expliquer ça à mon fils, que maman, elle vivait pas au même endroit que toi, mais que j'existais, que j'étais toujours sa maman, et que même en ayant d'autres enfants, sa place à lui, elle est là, elle sera toujours là. Et puis vous avez dû affronter une épreuve douloureuse pour vous. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En mars 2011, j'ai perdu ma maman. Donc elle est morte. Voilà. Comme ça, d'un coup. Et donc à ce moment-là, j'étais en Alsace. Donc j'avais mon fils aîné avec moi, qui était là pour les vacances. Et après, donc, il est reparti chez son papa. Et à la fin du mois de mars, avec mon mari, donc dans le mois de mars, mon mari m'a dit, on fait les cartons, on fait tout, et on se tire en Bretagne, on va récupérer, on se rapproche de ton fils, de ton grand. Il avait senti que c'était important pour Clairement, oui. Je lui ai assez reproché. D'ailleurs, si j'ai pas la garde de mon fils, c'est ta faute. Donc ça, voilà, je lui ai dit plusieurs fois. Et il a dit, banco, on lâche tout et on se rapproche. Et c'est quoi le lien avec la disparition de votre mère? Parce que moi, j'ai pas été super proche de ma mère, mais quand elle est morte, j'ai eu l'impression d'être une petite fille. Et je me suis dit, c'est-à-dire que j'ai loupé plein de moments avec ma maman. J'ai pas envie que mon fils, il loupe aussi. Ils se disent, voilà, donc je me suis dit, il faut essayer de rattraper. Alors aujourd'hui, vous ne vivez qu'à 1 kilomètre de votre fils, mais son absence vous hante au quotidien. Pour découvrir à quoi ressemblent vos journées sans votre enfant, nous sommes venus vous rendre visite en Bretagne. Était-ce bon choix? Eh bien, c'est la question que vous vous posez tous les jours. Et c'est aussi le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous à Auray, dans le Morbihan. Auray, en Bretagne. Cindy a 3 enfants, de 2 pères différents. Le plus grand vit avec son papa, elle ne le voit que tous les 15 jours. Le temps passe et Cindy ne s'habitue pas à son absence. Voir le lit de mon fils aîné, ça fait vide. Ça fait juste vide, ça fait du mal. C'est pas des plus faciles. Il y a 4 ans, c'est elle qui a décidé de laisser la garde de son fils à son ex-conjoint. Elle n'avait pas les moyens financiers de le garder. Ce qui me manque le plus, c'est tous les moments de la vie qu'on peut avoir avec ses enfants. C'est juste un câlin, juste lire une histoire le soir. C'est tout ça, en fait, qui manque. Aujourd'hui, ce choix, elle le regrette amèrement. Coucou, mon cœur, ça va? Oui, maman, quoi? Alors, c'était bien l'école? Oui, en gros, journée nickel, quoi. En gros, journée nickel. Et t'as fait quoi de beau? Des mathématiques, du français et du chant. Ah, c'était bien? Ça t'a plu, le chant? Oui. Maman. Oui, mon cœur. Je dois te laisser. Je te fais plein de gros bisous, je t'aime fort. Moi aussi, maman. Bisous. À dans 15 jours. À dans 15 jours, mon bébé. Ça me fait du bien de lui parler, là. Mais c'est toujours du très bref, très rapide. J'aurais préféré qu'il me dise tout ça en face, que sa journée d'école se soit bien passée.
et qu'ils prennent le goûter à la maison et qu'ils fassent ses devoirs à la maison. À l'approche de Noël, Cindy n'a qu'une idée en tête, trouver le jouet qui rendra son fils heureux. Là, je cherche un cadeau de Noël pour mon fils aîné. Donc, il est fou de dinosaures. J'ai tendance, oui, à le pourrir un petit peu au niveau cadeau. Pourtant, cette année, Noël n'aura pas la même saveur que l'an passé. Cindy n'aura pas son grand garçon avec elle. J'ai clairement pas envie même de faire un sapin, tout ça. J'ai pas envie. J'ai besoin qu'il soit là pour avoir envie de faire cette fête-là. C'est pour les enfants, cette fête. Il adore faire le sapin. C'est son rôle. Donc, voilà, je vais me forcer à le faire parce qu'il y a les deux autres. Mais clairement, l'envie n'est pas là, quoi. Dans les moments les plus difficiles, Émilie, la meilleure amie de Cindy, est là pour l'écouter. Ouais. J'ai pris un truc pour le loulou. Ça va lui plaire, ça? Bah, normalement, ça devrait aller. Et à l'école, ça se passe bien? Comme d'hab, je suis toujours à bonne absence. Ça n'existe toujours pas. C'est jamais toi qui... Non, qui j'ai les nouvelles, on me donne. Écartée de la vie de son fils, Cindy a le sentiment d'être reléguée au second plan. J'ai plus l'impression d'être une vraie maman. Je suis toujours une vraie maman, mais le problème, c'est qu'il manque... il est là qu'en mi-temps, en fait. Ouais, je suis une maman par intérim. On commence à prendre l'habitude, c'est ça le pire. Ouais, d'être une demi-maman. Étonnamment, même si Cindy ne supporte plus d'être une demi-maman, elle a décidé de déménager à 1000 km de son fils. Satan, on va changer de maison? Oui. On va partir chez Mamie Bretzel. Dans 2 mois, elle part s'installer en Alsace. Elle rejoint le père de ses 2 derniers enfants dans la ville où il travaille. Si j'ai fait le choix de le laisser à son papa, c'est pour pas le perturber. C'est pas 4 ans après que je vais faire l'inverse. Il est tout aussi innocent, il est tout aussi enfant qu'il était il y a 4 ans. C'est pas facile à comprendre, mais j'aimerais bien qu'on vive tous comme ça, tranquillement ensemble, mais c'est pas possible. Mais j'aimerais bien. C'est un beau rêve qu'on a. Alors, en regardant ce reportage, je me disais, il ne faudrait pas que les 2 autres enfants souffrent eux aussi de cette situation, que ça ne provoque pas un désamour de votre part des 2 autres. C'est pas que je les aime moins, mais j'essaye de... Pour moi, je suis maman de 3 enfants. Oui. J'en ai que 2 au quotidien, mais j'ai 3 enfants. Et oui, j'essaye de... J'essaye de quand vous disiez faire que vous pareil. n'aviez pas envie de faire Noël parce qu'il n'est pas là, c'est dur pour les autres quand même. Oui, je me dis. Et il ne faudrait pas qu'ils subissent eux aussi cette situation. Oui, c'est pour ça que voilà, je vais me forcer. Et quand mon fils aîné rentre dans 15 jours, il va faire son sapin. Mais pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Clairement, c'est pour dire que on peut laisser son enfant, mais voilà, c'est parce qu'à un moment, on se dit que c'est vraiment pour lui que... En fait, vous êtes ici pour qui? Pour vous? Pour votre fils? Clairement, pour l'entourage? Alors, c'est peut-être pour deux raisons. C'est pour dire aux autres, aux personnes, parce que moi, je suis maman de 3 enfants. Et quand on me voit dans la ville, souvent, j'ai que les 2 petits. Et quand on me dit, mais il est où ton grand? Le grand, il est en garde, c'est son papa qui a la garde. Et là, ah, d'accord. Et là, voilà. Donc, vous ne voulez pas qu'on vous juge? Non, je ne veux pas être jugée. Les personnes ne connaissent pas ma vie. Voilà, je ne pense pas qu'on peut être jugé. Et le deuxième message, c'est voilà, mon bébé, maman, elle t'aime. Et... quand tu seras plus grand, je me dis toujours, quand il sera plus grand, peut-être qu'il voudra venir à la maison. Quand il sera plus grand, peut-être qu'il comprendra mieux. Aujourd'hui, il ne veut pas venir chez vous?
Il veut, mais il joue un peu sur les deux tableaux. Il joue un peu sur le tableau de maman et de papa. Et il veut surtout quand il ne s'entend pas avec papa au niveau des devoirs ou qu'il n'a pas de... Voilà. Alors il faut faire gaffe à ça, parce que je vous entendais dire que vous le gâtiez peut-être un peu trop. Il y a des erreurs peut-être à ne pas commettre. Il y a des erreurs. Le syndrome des enfants divorcés qui jouent sur tous les tableaux. Sur tous les tableaux, ça c'est classique. Mais en revanche, ce qu'on entend chez Cindy, c'est que vous êtes une demi-maman. Non, vous êtes une maman à part entière. Pour les trois, certes, mais il faut vraiment éviter je dirais presque d'idéaliser cet enfant que vous avez pas abandonné, mais dont vous avez laissé la garde. Il prend une grande place de par son absence. Ça, c'est une chose. Et en plus, vous n'essayez pas de dialoguer avec lui en termes, je dirais, presque d'adulte. Il a 8 ans. Je crois que vous pourriez vraiment lui exprimer un petit peu des éléments de son histoire. Pourquoi il est chez son père? Rien n'est dit. Vous êtes obligé de prendre référence chez une amie qui a été adoptée pour lui faire passer un message. Donc j'ai l'impression que vous partez très vite dans des situations, vous déménagez vite, vous fuyez très vite, votre mère part d'un seul coup. Donc il y a des choses qui sont rapides et qui ne sont pas posées, qui ne sont pas assises. Donc ça donne une insécurité. Et l'amour des enfants, c'est quand même une stabilité. Donc cette stabilité, vous sembliez l'offrir à votre fils en le laissant à son père. Néanmoins, il faut des liens quotidiens et il faut un dialogue avec son papa. Autre chose, il habite à 1 kilomètre. Pourquoi vous n'avez pas demandé la garde élargie? Il ne suffit pas que l'enfant le demande. C'est à vous de solliciter sa garde un peu plus fréquemment. C'était une demande qui n'a pas pu aboutir. Et son papa enfin, j'aime pas cette expression de refaire sa vie. Oui, il n'est pas mort et il n'est pas revenu. Donc, non, mais je veux dire qu'il a rencontré quelqu'un, il partage sa vie avec quelqu'un, il a eu d'autres enfants? Non, c'est pas possible. Il n'y aura que... Comment? Il ne veut pas d'autres enfants. Il a une compagne. Oui. Et justement, on a discuté, on s'est mis tous les quatre adultes. Donc, le papa, la maman, le beau-père et la belle-mère, si on peut dire comme ça. On a discuté, on a expliqué au grand ce qui se passait. On lui a expliqué parce que moi, j'en ai eu marre de m'en prendre de « maman, tu m'as abandonnée » et de... Voilà, pour vouloir le protéger. Donc vous lui avez expliqué? On lui a expliqué tous les quatre. Voilà, on lui a expliqué et maintenant on attend de voir ce que ça donne parce qu'il a vu beaucoup de... Voilà, vu qu'il jouait sur les deux tableaux, avec son papa, on lui a fait voir beaucoup de pédopsychologues, de ceci, de cela. Et qui finalement nous disaient toujours le truc. C'est un enfant parfait, il n'y a pas de problème. Il décide beaucoup trop, votre fils. Il décide beaucoup trop de sa garde. Je crois qu'il faut, vous aussi, les adultes, que vous preniez des positions et que vous soyez un peu plus responsables. Je veux dire qu'il y a des éléments qui sont difficiles à gérer, mais il faut lui dire que maintenant, je veux te voir, tu viens. Je crois que c'est très important pour que vous alliez vers lui. Océane, vous êtes passée du statut de mère au foyer, fusionnel avec vos enfants, à celui de working girl, célibataire, sans enfants, à charge. Ça vous plaît pas, ça? Working girl. Un peu caricatural. Ouais. Comment vous êtes-vous adaptée à ce changement de vie radical? Eh bien, quand donc, je me suis séparée de mon mari, donc pour moi, c'est bien clair, hein, j'ai quitté mon mari, mais je n'ai pas quitté mes enfants. Mais du coup, on se retrouve en rentrant à la maison sans devoir à faire, sans histoire à lire, sans dîner à préparer, sans rien. Donc on fait des heures sup, on bosse. Et comme je pense que dans cette situation délicate, je me suis, on va dire... forcée à ne montrer absolument aucune émotion. Je suis passée pour quelqu'un de glacial, complètement insensible à la situation. Et là, pour le coup, oui, je pense qu'on a pensé dans mon entourage que j'abandonnais mes enfants. Donc j'imagine que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, pour exprimer votre souffrance. Tout à fait. Et exprimer l'injustice, justement, que vous ressentez à cette idée d'être jugée. Alors, cette idée d'être jugée, cette idée d'être... tout de suite classé cas social, genre, dans la mesure où ça n'effleure personne qu'une maman ait pu avoir le choix de ne pas avoir ses enfants. Pour tout le monde, c'est tout de suite, c'est parce qu'elle a fait quelque chose de mal ou qu'il y a quelque chose qui l'en empêche, qu'elle se drogue, qu'elle boit, ou je ne sais quoi.
Bah non, moi dans mon cas c'est vraiment bon, la situation professionnelle qui a fait que voilà, dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas se permettre de claquer les doigts et de changer de travail comme ça. Alors, il se trouve qu'en plus, votre ex-mari a déménagé et vos enfants habitent aujourd'hui à 35 km de chez vous. C'est pas... Toujours en région parisienne, mais 35 km en région parisienne, ça fait beaucoup. C'est compliqué de les voir. Quel lien avez-vous gardé avec eux? Alors, les enfants, c'est des liens téléphoniques. Les week-ends, quand ils sont avec moi, on retrouve vraiment cette fusion. Comparé à Cindy, moi, mes enfants ne me font absolument pas ressentir de sentiment d'abandon. Ils ne me font pas de réflexion. Comment ils vivent ces situations? Je ne vois pas dans leur comportement quelque chose qui pourrait me faire sentir coupable plus que je ne le suis déjà. Comment ils vivent la situation, eux? Ils réussissent à l'école, c'est des enfants joyeux, ils font de la musique, ils dansent, ils chantent, ils font des blagues, ils font des farces. Donc ça vous rassure? Moi, ça me rassure. Moi, tant que je les vois comme ça, ce qui se passe en moi, c'est pas grave. Et vous allez comment? Moi, je vais bien parce que j'ai un travail, j'ai des enfants qui sont en pleine santé, j'ai confiance aveugle en mon ex-mari. Je sais que mes enfants sont bien traités, qu'ils sont heureux. De quelle manière vous envisagez votre avenir? Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait. Tout ce que j'aspire, c'est que mes enfants soient heureux et que tant que ce sera comme ça, je le serai aussi. On vous le souhaite. Merci. Nelly, votre fils n'avait que 3 ans lorsque vous avez quitté le domicile conjugal en laissant la garde de cet enfant à son père. Vous avez quitté la Normandie pour monter à Paris pour des raisons professionnelles. Quelle relation avez-vous gardé avec votre petit garçon? Ce qui avait été décidé, c'est-à-dire une visite tous les 15 jours, les vacances, comme un divorce normal. Moi, je tiens à préciser que mon ex-mari était pas un très bon mari pour moi, mais un excellent papa. Donc, le fait de lui laisser à son père n'était pas quelque chose qui me terrorisait. Il y avait d'autres priorités. Est-ce qu'il vous manquait? Bien sûr qu'il me manquait terriblement, mais je n'avais pas le choix que de changer cette vie dans laquelle je me perdais. Et j'ai donc commencé à faire la route parce que c'était toujours dans le sens où moi je devais venir le voir, que cela se faisait et ça s'est organisé un peu comme cela au départ. Et puis le temps a passé comme ça et je suis venue souvent où je n'ai pas pu le voir pour X raisons. Et j'ai commencé à m'épuiser à ce régime. Heureusement que ma mère a réussi à garder le lien, elle. Et on arrivait comme cela à ce que je puisse le voir dans la région parisienne où habitait ma mère. Mais ça s'est vraiment délité. Et puis, il y a eu une opportunité pour moi encore professionnelle. On va dire que moi, je suis une vraie working girl, mais non, c'était des opportunités. On m'a proposé de partir en Amérique du Sud. Donc là, au moins, vous vous êtes dit, je serai loin. Oui. Et... Alors, je suis partie en Amérique du Sud et je ne l'ai pas vu pendant 4 ans. Ça doit être immensément long. Les moments, je veux dire, le temps n'a plus d'importance. Les moments les plus difficiles, c'est les périodes de fête, les anniversaires où effectivement il n'y a rien. Il y a une année, il y a une... Même pas au téléphone? Vous savez, j'étais dans une partie du Mexique un peu hostile, où le téléphone, il y avait un gros décalage horaire, le téléphone ne marchait pas à cette époque-là extraordinairement bien. Il fallait attendre 3 heures devant le téléphone pour qu'une ligne puisse passer. Et non, j'avais des nouvelles par ma maman. Et vous avez eu d'autres enfants? Je n'ai pas eu d'autres enfants. Non, j'ai refait ma vie plusieurs fois, sans grand résultat. Je n'ai jamais voulu d'autres enfants. Je n'ai pas eu ce désir j'ai trop souffert. C'était trop dur, trop difficile. Alors, c'est seulement à l'âge de 17 ans que votre fils est venu vivre avec vous pour la première fois? Oui, il est venu venir. Alors, j'ai vu effectivement un homme, 1m92, la taille d'un rugbyman. Je le regardais comme ça. Et j'ai éclaté de joie et je ne vous cache pas que j'étais en couple avec un homme charmant à qui j'ai demandé de sortir de ma vie parce que j'avais besoin de vivre ça avec mon fils.
Mais ça n'a pas été facile du tout parce qu'on n'avait pas eu, j'ai pas eu son enfance, j'ai rien eu de tout cela. Donc, j'ai pas su me comporter en maman, il n'a pas su se comporter en fils. Et on est devenu plus, comment dire, presque un couple. On faisait tout ensemble, on allait au restaurant ensemble, on partait en vacances ensemble, on allait boire ensemble. Et ça s'est bien passé? C'était génial. Vous étiez coloc, quoi. Oui. Il faisait beaucoup de bruit avec la musique. Enfin, je découvrais un ado qui écoutait la musique à fond. Mais bon, sans conflit? Aucun. Sans incompréhension? Non. Bah, c'est déjà pas mal. Non, 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 on était vraiment... On avait une entente extraordinaire. Bon, je lui laissais faire beaucoup de choses aussi. Hein. J'avais une telle culpabilité qu'effectivement, il n'y avait pas trop d'interdits. Et puis, en fait, il venait de Et alors, vous avez réussi à en faire quelque chose? Oui, j'ai réussi à en faire... Enfin, oui. Les études ne l'intéressaient pas trop. À l'époque, j'avais créé quelques années auparavant une société de communication et il avait une aura, enfin je veux dire c'était quelqu'un d'enjoué, d'intelligent. Et je lui ai dit, écoute, puisque les études ne t'intéressent pas trop, je vais t'intégrer dans ma société, mais tu vas partir du bas de l'échelle et je vais t'apprendre mon métier actuel et peut-être qu'un jour, je te transmettrai la société. Et petit à petit, il a gravi les échelons et je l'ai associé. Nous sommes devenus associés aussi dans le business, et cela jusqu'à l'âge de 30 ans. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de 30 ans? Il y a eu un problème qui s'est passé là. Le fait d'être père, d'avoir cet enfant, a dû remonter beaucoup de choses. Ouais. Et nos liens se sont distendus. Et je me suis dit, l'histoire recommence. L'histoire recommence. Et là, je me suis sentie d'une culpabilité immense. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Après 3 années sans le revoir, entre 2006 et 2009, je ne l'ai pas revu. Je l'ai revu une toute petite fois et la dernière fois, c'était à la gare de Lyon en janvier dernier. Pendant 2 heures, il m'a dit « J'arrive sur Paris, si tu veux qu'on se voit, on se voit ». On a été boire un chocolat ensemble, mais c'était très difficile, c'est toujours très difficile, parce qu'on a du ressenti. Vous souffrez? Immensément. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire s'il nous regarde? Pardon? Pardon de quoi? De lui avoir fait tout ce mal. Je peux pas revenir en arrière, il est trop tard. Mais il me manque. J'ai un mal fou à vivre sans lui. Si c'était à refaire, vous ne le laisseriez pas? Si, je le laisserais. Parce que je n'avais pas le choix. Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de situation. Je l'ai écouté, je veux dire, je n'ai pas eu le courage d'aller sous les ponts. Voilà. Oui. J'ai voulu me Parce que le choix, on l'a toujours. Voilà, j'ai pas eu le courage. J'ai pas fait le choix. On l'a toujours. Ce choix, on l'a toujours, je l'ai entendu des millions de fois. Comment? Ce choix, on l'a toujours. C'est trop dur à entendre pour les mamans qui sont en souffrance, parce que donner la garde au papa, c'est effectivement pas toujours un choix. C'est pas un choix par rapport à leur propre enfance. Nelly, dans sa grossesse, elle avait 18 ans, il y a une forme de déni de grossesse dans un premier temps, donc c'est très compliqué. Océane, il y avait un problème par rapport à sa profession et sa vie. Et dans tous les cas, on voit que les papas étaient bien présents. Donc je crois qu'elle n'aurait pas laissé l'enfant au père si le père n'avait pas été un père maternant. Quant à vous, c'est vous qui avez demandé à vivre chez votre papa. Donc, et c'est vous qui avez rejeté votre maman. C'est vous qui lui avez dit non, non, ne viens plus. Donc, je crois qu'elle a dû souffrir comme Océane. Oui, ça, parce qu'on sent beaucoup de souffrance et on sent que ces beaucoup femmes de souffrance. ont pris cette décision aussi en pensant avant tout à leur enfant, au bien-être de leur enfant. C'est pour ça que je les blâme pas. Pardon? C'est pour ça que je les blâme pas. Après, c'est... Mais bon, moi, en l'ayant vécu, je pourrais pas. C'est infaisable. Mon fils doit dire la même chose. Il doit dire pourquoi il ne m'a pas choisi. Je le sais, je le sais. On ne comprend pas. C'est évident, c'est évident. Vos enfants ont l'âge que j'avais moi. On ne comprend pas. Vous nous tiendrez au courant de la suite. Peut-être que votre fils réagira en regardant cette émission. C'est le but de cette émission. Et que nous aurons le plaisir de vous recevoir, peut-être tous les deux, sur le plateau de l'Histoire continue. Vraiment. Merci à toutes les trois d'être venues. Nous avons entendu votre souffrance. J'espère que les choses évolueront le mieux possible.
Merci d'être venu en tout cas. Il est temps à présent d'ouvrir la seconde partie de notre émission qui nous offre désormais la possibilité de changer de registre. Et c'est ce qui fait la richesse de notre programme. Chaque jour, en effet, c'est dans une ambiance plus intimiste que je vous invite à redécouvrir nos invités sous un autre angle, qu'ils soient anonymes ou célèbres. Aujourd'hui, c'est une immense star que je reçois, une personnalité que je connais bien, avec laquelle j'ai le plaisir de travailler. On travaille, bien sûr. Sonia Dubois, que vous avez bien sûr reconnue. Merci d'être avec nous, Sonia. Mais je vous en prie, dans Sophie. ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Alors, on vous a reçu à plusieurs reprises dans notre émission. Jean-Luc, vous avez reçu le 21 janvier 2009 dans une émission intitulée People, leur physique et leur marque de fabrique. Pendant longtemps, comment avez-vous été perçu du grand public qui a eu du mal à vous reconnaître quand même tout à l'heure? Oui, c'est moi, c'est moi. C'est pas ma doublure lumière. J'ai été perçue, Sophie, initialement, comme la salvatrice, mais c'est pas du tout égotique, des femmes très, très, très nombreuses qui n'avaient personne en qui elles pouvaient s'identifier. Quand je suis arrivée en 92 à la télévision, alors il y avait 3 chaînes couleurs. Donc chez Christine Bravo. Donc j'étais chez Christine, absolument. Froufrou. À Froufrou. Ouais. J'ai été la première fille grosse qu'on a pu voir à la télévision. Et des milliers de femmes se sont dit, tiens, enfin, voilà un bon boudin à la télé. Il n'y a pas qu'à nous que ça arrive. Donc j'ai été perçue comme ça, Sophie. J'ai été perçue comme une fille populaire, que je suis. Et vous veniez d'où? Vous aviez travaillé dans la presse écrite? Non, pas du tout. Je sortais de mes études de philosophie. J'avais passé le CAPES et la grecque que j'avais raté, planté. Je ne m'en remettais pas et je finissais mon DEA. Et voilà. Et j'avais fait j'avais fait un bref passage dans la presse écrite, absolument. Parce que chez François Viau. Vous destinez à quoi? J'allais être prof. J'allais être prof. Alors qui est venu vous chercher? Une styliste d'un magazine de chez Condé Nast qui s'appelait Glamour, qui après une longue période n'a plus eu de parution en France et qui est revenue là sur le marché et qui m'a croisée. Parce que vous aviez un look particulier? Oh bah écoutez, alors j'avais le visage de Jean-Paul Sartre, mais vraiment après ça c'était Jabba the Hutt, vous voyez, une sorte de Marguerite Duras mais qui coule. Je coulais. Mais avec un look particulier. Ah mais oui, parce que j'ai toujours été un peu particulière. Voilà. Quand même. Donc quand même, elle vous a remarqué parce que vous sortiez de l'ordinaire. Ben, j'étais toute en rouge, je me souviens, j'étais toute en rouge de la tête aux pieds. Tout était rouge, j'étais tout rouge. Une sorte d'Anne Roumanoff avec quelques kilos. Ah oui, mais alors, sous hélium. Hein. Est-ce que vous diriez que votre surpoids a été un atout dans votre carrière? Ben, il a été le facteur déclenchant, c'est certain, Sophie. Si j'avais à l'époque fait 1m75 et 60 kg, cette fille passait à côté de moi à côté d'elle et rien ne changeait. Il était évident que je lui dois d'avoir été repérée. Alors pourquoi vous avez décidé de mincir? Parce qu'un jour, tout ça est bien joli, mais on ne peut plus se baisser. Quand on est par terre, on ne peut plus se relever. On ruisselle de partout, on a mal partout. Et je n'avais que 29 ans. Le jour où c'est insupportable, il faut maigrir. Parce que vous pesiez combien? 130 kilos. Ah oui, tout de même. Ah, tout de même, vous voyez. Oui. Pour quelle taille? C'est un beau bébé. Pour 1m75. Donc, vous avez commencé à faire un régime. Oui. Combien de kilos avez-vous perdu? J'ai perdu en tout et pour tout 60 kilos. Bravo. Alors, en voulant perdre du poids... mes enfants. Si. Sans opération, sans... Jamais. Il faudrait qu'on me retende un peu de partout. Non, c'est pas ça, mais je veux dire sans anneau gastrique, sans... Alors ça, vous avez raison, Sophie, de le dire, parce qu'on peut. Et je le dis à tous les jeunes, les 19, 30 ans, parce que j'en connais beaucoup, et il y en a beaucoup, en très grande souffrance physique, parce qu'ils sont obèses. C'est tout, il faut nommer les choses dans la vie. On peut mincir, on peut maigrir sans se faire opérer. Si on est opéré, ça va quand même, et il n'y a pas de problème. Mais on peut y arriver sans ça. Alors, en voulant perdre du poids, vous étiez consciente de prendre un risque et votre nouvelle image aurait pu nuire à votre carrière. Mais vous avez réussi à prouver que votre talent ne reposait pas uniquement sur votre physique. À quoi ressemble votre vie désormais? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite en images. Il n'y avait pas eu beaucoup de gros avant moi à la télé.
J'ai aussi été celle qui a ouvert la brèche. Alors que Sonia Dubois se prédestinait à devenir professeure de philosophie, Christine Bravo avait fait d'elle l'une de ses chroniqueuses pour son émission Froufrou. Beaucoup de femmes m'ont suivie parce que tout le monde n'est pas extraordinairement bien roulé dans la vie, tout le monde n'est pas extraordinairement beau, tout le monde n'est pas extraordinairement riche. Et j'ai eu l'impression que je représentais toutes ces femmes et je le revendiquais. Faut avoir une belle dose de culot ou d'inconscience ou les deux pour être comme ça quand même. Hein. C'est pas un peu le rôle du clown quand même, Sonia? Alors c'est le rôle de la façon dont vous le faisiez, parce que vous étiez quand même plutôt la rigolote de service. Quand même, ah bah bien sûr. Mais c'est pas rigolo pour une femme de faire rire de soi, de son physique. Mais c'est toujours. Ça a des limites. Hein. Ouais. D'ailleurs j'ai changé. Il y a une limite. Sonia Dubois ne se reconnaissait plus dans l'image qu'elle renvoyait. J'avais l'impression d'être ni un homme ni une femme. Enfin, pour les gens, c'est une forme. Un jour, on en a marre. Et ça devient vital de changer. Je crois que si j'avais pas réussi à changer, je serais peut-être allée très mal. Mais en changeant radicalement, en perdant 50 kilos, les proches de Sonia avaient craint pour sa carrière. Mon entourage, très étonnamment, m'a dit que j'allais perdre mon boulot, mon emploi. Parce qu'après, des gens pas gros, il y en avait des centaines et qu'il n'y avait aucune raison que ce soit moi plutôt qu'une autre. C'est pas vrai. Si on veut, on peut. Depuis l'émission, Sonia a prouvé qu'elle était capable de continuer sa carrière, quelle que soit son apparence physique. Aujourd'hui, elle est toujours à la télé. Je travaille pour Sophie, pour l'émission du matin, où je suis chroniqueuse, que je chronique sur le bonheur. Et ça m'emplit d'une joie absolument folle. Sonia est également sur les planches. Dans la pièce Sors de ce corps, elle campe le rôle d'une mère de famille déjantée. C'est extraordinairement jouissif de faire rire. Et c'est pas pour dire, mais enfin l'époque est un peu à la morositas, donc au moins moi j'arrive, je me dis, j'ai mon nez rouge, ma perruque, et je vais faire rigoler, et ça n'a pas de prix. 20 ans après son régime, la transformation physique de Sonia est toujours au cœur des discussions. Mais pour la comédienne, aucun regret. Sa carrière n'en a pas souffert. Quelle qu'elle soit ma carrière, aussi pointillée soit-elle, aussi ténue soit-elle, elle ne peut pas se résumer à un régime. Ce serait quand même une bien piètre idée de moi-même que de me dire que j'existe parce que j'ai perdu 50 kilos. Mais heureusement que je les ai perdus parce que ça m'a quand même dégagé l'esprit, dégagé le physique, dégagé le corps et ça m'a permis d'aller aux choses beaucoup plus librement. À 50 ans, Sonia est réconciliée avec son image. Maintenant, je pense que les gens me perçoivent d'abord comme une femme qui a mûri, qui a 50 ans, qui le dit, qui est en accord avec son âge, qui n'a pas de problème avec ça. Et je trouve que je suis enfin en accord avec tout ce que j'ai voulu que ma vie soit ou ressemble. Et aussi simple ce soit, j'en suis très contente. Gaël, le metteur en scène de la pièce, et Isabelle, une amie, ont découvert une autre facette de la personnalité de Sonia suite à sa transformation physique. Quand j'ai vu que Sonia avait perdu du poids, je trouvais incroyable de réussir ça. Je me disais qu'elle devait avoir une volonté incroyable et une force incroyable. C'est surtout, je pense, dans sa tête que c'était important. Elle peut pas avancer non plus dans sa carrière si elle se sent pas bien dans sa peau non plus. Surtout quand elle travaille dans l'image, c'était hyper important pour elle, je pense. Aujourd'hui, Gaël et Isabelle reconnaissent le chemin parcouru par Sonia depuis l'époque Froufrou. J'ai beaucoup d'admiration pour Sonia, pour tout ce qu'elle a fait, pour son parcours, pour sa force de caractère. Sonia, c'est une battante, parce que elle a fait un parcours qui n'a pas été tout à fait linéaire. Elle a vécu à New York, elle a fait ses écoles de journalisme pour ensuite faire de la télé, comédienne. Il y a eu tous ces livres qu'elle a écrits. Donc, cette histoire de perte de poids, tout ça a été... elle s'est à chaque fois battue pour arriver à ses fins. Pour ses amis, Sonia est aujourd'hui en adéquation avec elle-même. Je pense qu'elle est plus épanouie. Elle sait qui elle est. Il faut juste que maintenant, elle se lâche complètement et que les gens la voient telle qu'elle est aussi. La femme qui a perdu du poids, et voilà, elle n'est pas que ça, effectivement. Elle l'a prouvé depuis longtemps. Elle a le talent qu'il faut dans les domaines dans lesquels elle travaille. Non, elle va continuer. Il n'y a pas de raison qu'on la voit plus. Elle va continuer, j'y crois à fond. Direction le théâtre. Ce soir, Sonia jouera dans sa nouvelle pièce comique devant plus de 500 spectateurs.
va, mon grand? Oui. Voyons. Alors? Bah écoute, on est prêt? Bon, bah très bien. À quelques heures du spectacle, il est temps de répéter pour Sonia et Willy, son partenaire et auteur de la pièce. Tu veux refaire Sous le soleil au Mexique. Je veux refaire la scène, là. Toute la scène. Ok. Bonjour, bonjour. Je fais Bonjour, bonjour. Génial. Ouh, bah dis donc, vous tombez bien. Je suis pas mécontente que vous soyez tous là, car j'ai un petit quelque chose à vous montrer. Ah. Pour Willy, le choix de Sonia dans ce rôle a été une évidence. Moi, je t'ai pas du tout engagé par rapport à ton poids, ton histoire, etc. C'est que tu correspondais vraiment parfaitement pour moi, physiquement et moralement, au personnage de la maman. Mais ça, c'est merveilleux de me dire ça, tu vois, parce qu'enfin, Willy, j'ai l'impression que je m'en suis sortie. C'est-à-dire qu'on arrive à une génération de jeunes qui m'emploient et pour qui je suis Sonia de maintenant. J'ai comme l'impression qu'enfin, on va arrêter de m'en parler, arrêter de m'employer pour ça. Je ne suis plus l'ex-grosse. Ça y est, c'est... Bah, mais Et puis la femme qui a fait un régime... Il a fallu du temps, dis donc. Je vais être bientôt à l'hospice. Bien dans sa peau, Sonia est aujourd'hui prête à s'assumer dans n'importe quelle tenue imposée par ses rôles. Tu te sens comment dedans? Très bien. Absolument très bien. Parce que le haut est fluide, tu vois. Tu vois, ça va. C'est pas honteux. Bah non, pas du tout. Avant, t'étais peut-être dans les trucs un peu plus grands, plus amples, t'avais un peu peut-être peur de te cacher, tout ça. Maintenant, Mais ça va. oui, puis je trouve qu'il y a un moment où j'ai eu envie qu'on me voit. Tu vois, j'avais 39-40 ans, et j'étais déjà comme maintenant, et on a continué à me foutre des fringues de grosse. Ouais. Ça me saoulait, ça, tu vois, et je suis contente maintenant. Bah voilà, t'es très bien. D'être déguisée en fille. Allez, dépêche-toi, hop, hop, hop. Une femme nue. Je me maquille Allez. dehors. Bisous, ma petite. Bisous, À ciao. tout de suite, Ouais, mon grand. À tout de suite. À 5 minutes de l'ouverture du rideau, l'heure est à la concentration pour Sonia et le reste de l'équipe. Oh merde, C'était trop bien. Amusez-vous, rigolez avec le public, rajoutez-en des caisses et on s'éclate. Tant de fidélité à manger du caviar, à dîner au champagne, à dormir dans des hôtels 5 étoiles. Et tout ça pourquoi? La gloire. Certes. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'être une femme libre. Une Jackie Kennedy, une Lady Di, une Marilyn. Une femme morte, quoi. Pendant plus d'une heure, Sonia interprétera les multiples facettes de son personnage. Oh, j'en prie, Arthur. Pari réussi pour Sonia. Cette fois encore, le public semble conquis. Quel regard portez-vous, Sonia, sur votre parcours? J'ai un parcours, j'ose l'espérer, libre. Je ne me suis jamais enrichie, mais j'ai fait ce que j'aimais. Enrichie financièrement? Financièrement, sans doute, oui. Mais humainement, bien sûr que si. Je déborde. Je me suis attachée à celles ou ceux qui n'avaient pas de porte-parole. J'ai fait ce que j'aimais, toujours. Je n'ai aucun regret. Je n'ai connu que des gens que j'ai adorés. Ça coûte d'être libre, ça coûte d'être indépendant, ça coûte de faire son chemin seul parfois, mais je suis extraordinairement contente d'avoir eu autant de chance. Alors, on vous sent, tout le monde dit de vous que vous êtes plus en accord avec vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui a changé en vous? Ça veut dire que j'ai baissé les armes sur beaucoup de choses. Par exemple? Par exemple, je sais que je ne ferai jamais un poids idéal. C'est pas grave, Sophie. Faire 10 kilos de trop, si vous êtes en bonne santé, c'est pas grave et tout va bien. Mais pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas continuer à mincir? Oh, parce que zut. C'est au-delà de vos forces? Oui. Là, j'ai stoppé tous les compteurs et j'ai dit que je vivais. J'ai 50 ans, je vis, j'en profite. Si j'ai envie de dîner, je dîne. Si j'ai envie de déjeuner avec une copine, je déjeune. C'est pas grave. Tout va continuer à aller très bien. Et je pense que d'avoir lâché les armes, d'avoir eu un enfant aussi, bien sûr, pas aussi, surtout, je vais bien. Ouais, donc ça, cet enfant, c'est évidemment, est-ce que je peux dire la cerise sur le gâteau? Est-ce que vous ne l'espériez plus, celui-là? C'est mon alpha et mon oméga. Non, je l'espérais plus. Je l'espérais plus du tout, Sophie. Ben, j'allais avoir 46 ans. J'ai eu une pathologie importante, dont on parle peu, mais dont beaucoup de femmes sont atteintes, qui s'appelle l'endométriose. Et c'était une affaire réglée très jeune.
Je savais, on m'a opéré, réopéré. Bon, c'est tout. C'était une affaire entendue. Et puis, vous rencontrez l'amour. Et puis, je rencontre l'amour. Et puis... Et Hippolyte vient au monde. Ouais. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, quand vous arrivez à jongler entre le théâtre, les reportages pour C'est au programme, votre fils... C'est chaud? C'est chaud, c'est chaud. Il faut une organisation en béton. À ça aussi, j'ai appris. C'est-à-dire que maintenant, je vis déjà, je vis le jour, je me repose la nuit. Est-ce que ça veut dire que vous vous laissez la garde au papa quand vous n'êtes pas là? Ça peut m'arriver, oui, ça m'arrive, bien sûr. Comment vous réagissez d'ailleurs au témoignage que nous avons entendu tout à l'heure? La vie d'une femme est d'une difficulté sans nom. Jamais je ne jugerai de rien. J'ai trouvé vos parcours parfois héroïques, parce que laisser son enfant est héroïque. Héroïque. J'ai surtout trouvé une chose, mesdames. Si vous étiez des hommes, on n'en parlerait même pas. Bien sûr. On en est encore, en 2013, à venir essayer de légitimer sa vie. C'est dingue. C'est dingue. Quel genre de maman êtes-vous devenue, vous? Moi, je suis d'origine italienne, Sophie, donc j'ai le plus beau du monde, le plus intelligent. Aucune fille me le prendra, aucun mec non plus, que tout le monde aille se rhabiller. Je suis hyper protectrice, mais je sais aussi que je n'abandonnerai pas ma passion. J'aime les gens, j'aime aller à la rencontre des autres. Il ne faudra pas l'étouffer non plus, ce petit. Sinon, je vais vous inviter chaque semaine, moi, sur le plateau de Toute une histoire. Mais vivre ici. Non. Je pars en tournée, je pars faire mes reportages et je suis folle de joie. Donc, c'est important de lui montrer l'image d'une maman épanouie. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez grande? Parce que vous n'êtes pas... Je suis sûre que vous n'êtes pas au bout de... Vous avez des projets, j'imagine que vous allez... réunir tout ça, le goût de l'écriture, le goût de la comédie, le goût de la scène. Moi, quand est-ce que vous allez écrire votre spectacle? Alors, vous me l'aviez demandé déjà. Voilà. Alors, votre One Woman Show. Honte à moi, ça n'avance pas, je patine. Alors, je joue pour les autres, il est temps que je joue pour moi. Un jour, vous allez la raconter, votre histoire, sur scène. Oh, ce serait drôle. Enfin, oui. Je ne sais pas. Si, ce serait drôle. Oui. Vous en avez envie, non? Oui, terriblement. Est-ce que ce serait l'apothéose? Ce serait le début. Ah bon? Parce qu'il y a quoi encore après? Le début de quelque chose dont je rêve. Je rêve, moi, des plans. Je rêve de ça. Oui, donc c'est vraiment votre objectif, c'est le théâtre, les planches. Pas que, ça peut être un film, ça peut être... mais c'est vrai que ça me porte. Ça pourrait être une héroïne récurrente d'un téléfilm. Alors, pourriez-vous l'écrire aussi? Oui. Non? Oui, mais c'est-à-dire qu'il faudrait que j'ai le temps. Il faut que je me consacre. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi revenir à soi. L'empathie, c'est merveilleux, mais il ne faut pas s'y oublier. Ça ne mène nulle part. Il faut revenir à soi, avoir le courage de se mettre devant son ordinateur et de travailler. Donc c'est la partie que je n'ai pas faite. Alors, Sors de ce corps, qu'est-ce que c'est que ce personnage que vous interprétez sur scène? Écoutez, il est formidable. Sors de ce corps. Donc là, vous êtes en tournée? Je suis en tournée partout en France. Alors, il y a une page Facebook, vous allez retrouver les dates. Nous sommes en banlieue, nous sommes partout. C'est une maman, donc je suis la maman de Willy Lichty, qui s'appelle Arthur dans la pièce, qui vit avec Rebecca Hampton. Il est inutile de vous dire qu'elle est très belle, très mince, très jeune, qu'elle a un métier merveilleux dans la pièce, dans la vraie vie aussi. Rebecca Hampton, elle ne joue pas dans Plus belle la vie? Ah, mais bien sûr. C'est Céline. D'accord. C'est Céline de Plus belle la vie. Alors, qui a écrit cette pièce? Willy Lichty. Alors voilà un garçon qui travaille, Sophie. 28 ans, il écrit ses pièces, elles sont produites, montées et on les joue. Très bien. Je dois dire que j'ai un peu honte d'être tellement derrière. Alors, vous jouez quel rôle? Je suis sa maman dans la pièce. Et je viens troubler ce duo qui aurait tout pour réussir s'il n'y avait pas cette mère tout le temps présente, totalement barge, totalement loufoque, qui a évidemment été plantée par son mari, on peut le comprendre, pauvre homme, et qui vient ennuyer la vie de ce fils. Et un jour... Donc une mère aux antipodes de celle que vous êtes dans la vie. Moi. On ne m'a pas choisi comme ça, mais pas du tout. Pas du tout, ça ne vous ressemble pas du tout. Aucunement, Sophie. Jamais vous ne vous immiscerez dans la vie sentimentale de votre fils. Mais vous le promettez. Je le promets, je ne fais pas son cartable, je ne fais pas ses poches. Non, je ne le ferai pas. Alors, si demain, votre fils vous annoncez qu'il veut devenir comédien, c'est pas la meilleure... Ce serait pas la meilleure nouvelle du monde. Pas la meilleure, mais non. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit quoi, cet enfant? Premier ministre, c'est bien. D'accord. Mais Premier ministre, oui, fonctionnaire. Oh, fonctionnaire. Moi, mon père me disait,
soit fonctionnaire, soit prof, au moins tu auras des vacances. Eh ben les miens aussi, et ils avaient bien raison. Voilà. On a ripé un moment. Bon, vous êtes une fidèle de notre émission. Oui. Vous aviez à cœur de venir nous donner de vos nouvelles aujourd'hui. Pourquoi est-ce important pour vous? C'est important de venir parler parce que j'ai jamais parlé de Jean-Luc, Sophie, à personne. Et je l'ai connu à diverses époques. On a commencé ensemble il y a très très longtemps. C'était je ne veux pas en parler pendant 100 ans, mais juste dire qui j'ai connu vraiment. Alors, où vous l'avez connu? Je l'ai connu, il était à Canal à l'époque, et moi j'étais chez Christine, c'était un petit jeune homme plein de talent, tout ça. Et puis des années après, on s'est retrouvés à Réservoir, où j'ai été rédactrice, donc je passais plus du tout à l'antenne à l'époque. J'étais rédactrice. Après Froufrou alors? Après Froufrou de 99. Pas, mais Sophie, j'ai fait plein de trucs. Ah bon, alors donc vous travailliez à Réservoir? J'ai travaillé à Réservoir. Je travaillais à l'époque avec Evelyne Thomas qui faisait C'est mon choix. D'accord. Et j'ai fait. Mais vous ne l'avez jamais dit. Vous ne l'avez jamais dit. Puis j'ai fait Je hais les poils comme sujet qui a été repris à l'Assemblée nationale, moqué, parce qu'à l'époque c'était un sujet dément. Et on a parlé de tout ça, ça fait les titres de Libé, enfin un truc terrifiant. Et j'ai surtout beaucoup connu, blague à part, Jean-Luc. Et je voulais vous dire, tout simplement, sans en ajouter, sans rien dire, qu'il peut y avoir, chez les gens extraordinairement connus et médiatisés, un hiatus qui est irrespirable et un jour invivable, entre la solitude, l'égarement. J'ai connu un petit enfant, il est resté réellement. Un tout petit garçon qui adorait plus que tout sa grand-mère. Et quand je l'ai revu des années après Réservoir, sa grand-mère s'était éteinte, il était, lui, paumé complètement, déjà. Et on a beaucoup parlé ensemble, et je savais que c'était... Il avait déjà... La fin s'annonçait, mais il faut que tout le monde sache qu'il le savait, Jean-Luc. Il n'allait pas vivre jusqu'à 100 ans. Et il est parti rejoindre cette grand-mère qu'il adorait. Et peut-être aujourd'hui, il va bien. En tout cas, j'espère qu'il va mieux. En tout cas, il est très fort. Ouais. C'est ce que je dis souvent dans cette émission. Ah mais il m'a tout appris de ce que j'ai fait. Hein. Non mais non seulement ça, mais parce qu'il continue quand même, c'est ce que je dis souvent, il continue à faire une quotidienne. Alors mais tous les jours là. Il est tous les jours à l'antenne, donc c'est quand même formidable. Merci en tout cas de lui avoir rendu cet hommage. Moi j'ai pas eu la chance comme vous de bien le connaître. J'ai appris à le connaître à travers ce que m'en ont dit ses collaborateurs, et notamment Stéphanie qui produit cette émission. Gentil. Comment? Il était immensément gentil. Immensément gentil. C'est vrai. Merci d'être venu dire ça. À bientôt. Nous, on travaille. Alors, je vais vous demander... J'entends que Stéphanie sanglote en régie, comme d'habitude, quand on parle de Jean-Luc. Voilà. Des mouchoirs en papier, Stéphanie. Voilà. Alors, Sonia, vous signez. Merci en tout cas d'être revenue nous voir. Merci à tous aussi pour votre confiance et votre fidélité. Et puis à bientôt pour d'autres témoignages. À demain. Alors attention, demain, une émission en direct. Oh! Que va-t-il se passer? On verra. Sur les risques de l'alcool au volant avec en invité spécial Patrick Chenet. Bon après-midi sur France 2. Merci. Je me lève jour après jour, c'est un jour ordinaire. J'en connais déjà le cours, le poids d'un parcours nécessaire que je dois faire.